Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui, relatif à l'entrée au Parlement européen des représentants et représentantes élus en France aux élections de 2019, est loin d'être aussi anodin qu'il pourrait paraître au premier abord. Le président Mélenchon vient d'en faire une partie de la démonstration. C'est en effet une sorte de projet de loi joker, au cas où, rendu nécessaire à cause de la situation abracadabantesque créée par la gestion désastreuse de la décision de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prise il y a bientôt 3 ans par un référendum en juin 2016. La première ministre britannique, Theresa May, ayant échoué à 3 reprises à faire valider par sa majorité parlementaire l'accord peu reluisant conclu avec les représentants et représentantes des 27 autres États membres, la date du Brexit, initialement prévue le 29 mars, a dû être repoussée, d'abord au 12 avril, puis au 31 octobre. Le Conseil européen du 10 avril a finalement permis un report flexible. Si Theresa May parvient à faire ratifier le traité de retrait avant la fin octobre, le Brexit serait effectif le premier jour du mois suivant la ratification. Si le Royaume-Uni est toujours membre de l'UE au moment des européennes, il sera obligé de participer aux élections. S'il n'y participe pas, sa sortie de l'UE sera effective le 1er juin dans le cadre d'un no deal. Les incertitudes demeurent fortes, le flou politique total. Les Britanniques se préparent donc aux élections européennes au cas où, et nous voilà donc, nous autres, à devoir débattre, comme on pourrait dire trivialement, et devoir discuter le bout de gras. Le texte qui nous est soumis vise en effet à prendre en compte le contexte précédemment décrit dans le cadre des élections européennes en ce qui concerne les 5 eurodéputés supplémentaires qu'obtiendrait la France suite au Brexit du fait de la répartition entre les pays membres des sièges britanniques qui seraient laissés vacants. Le report du Brexit implique qu'en cas d'élection européenne dans ce pays, les eurodéputés britanniques seront élus au Parlement pour la législature 2019-2024 et siégeront jusqu'à la date effective du retrait. Ainsi, les eurodéputés français et françaises supplémentaires entreraient en fonction de manière différée. L'unique article du texte prévoit l'application de la décision 2018-937 du Conseil européen fixant la composition du Parlement après retrait du Royaume-Uni. Il précise que l'élection des 79 eurodéputés français et françaises se fait au même moment et que c'est la Commission nationale de recensement qui indiquera les élus concernés après élection. Et le texte indique également que l'entrée en fonction des 5 élus se fait à la date effective du Brexit et qu'avant, ces élus sont assimilés à des suivants et suivantes de liste. C'est le deuxième texte législatif relatif à la fois aux élections européennes et aux conséquences du Brexit que nous étudions depuis le début de cette mandature. Pour un observateur ou une observatrice non avertie, ainsi que peut-être que pour la majorité de cette Assemblée, toujours tellement pressée de voter sans trop réfléchir, sans trop se prendre la tête, il ne devrait pas y avoir besoin de discuter grand-chose, et encore moins de motions de rejet et de renvoi, comme il a pu être expliqué dans les débats tout à l'heure, car tout ceci n'est au fond censé être qu'une simple formalité technique. Que nenni. Ce genre d'attitude superficielle fait passer à côté de ce qui doit être, au contraire, une opportunité d'avoir un débat de fond, à la fois sur le Brexit, mais aussi plus fondamentalement sur ce dont le Brexit est le nom et sur ce qu'il dit de l'Union européenne et du sens à donner, y compris aux prochaines élections, pour lesquelles ces 5 nouveaux sièges seront peut-être laissés vacants. Le Brexit est un cas d'école, un avertissement qui devrait nous alerter sur l'impérieuse nécessité de tout, vraiment tout changer, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau des politiques que nous menons dans nos propres pays. En mars 2016, quelques mois avant le scrutin référendaire britannique, Peter Sutherland, ancien membre de la commission trilatérale, cette organisation privée à l'initiative de groupes d'intérêt qui promeut les relations entre les grands ensembles Amérique du Nord, Europe occidentale et Asie, qui était également ancien commissaire européen, qui était ancien directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ancien président de Goldman Sachs et de British Petroleum, donc un expert des sujets. Donc ce Peter Sutherland remarquait ainsi, non sans une certaine amertume, dans un article du Financial Times, l'un des paradoxes les plus désolants au sujet d'un éventuel Brexit est que Londres a remporté un grand succès en façonnant une Union européenne libre-échangiste à sa propre image. On ne saurait mieux dire. Les dirigeants et dirigeantes de l'Union européenne partagent en fait avec la classe dirigeante britannique une philosophie et des politiques similaires depuis son origine jusqu'à aujourd'hui.
En 1957, le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne, place les dogmes libéraux de la concurrence et du libre-échange au sommet de l'édifice communautaire. Les traités ultérieurs, et notamment l'acte unique de 1986, n'ont fait que de le confirmer. Et après s'en être tenu à l'écart, avec une relative bienveillance, on se rappelle de la formule de Churchill « Nous sommes avec vous, mais pas des vôtres », les dirigeants et dirigeantes britanniques finirent par considérer que le sens pris par la Constitution européenne était suffisamment positif de leur point de vue pour appeler à un référendum qui permit au pays de rejoindre la communauté en 1973. C'est Margaret Thatcher, première ministre britannique de 1979 à 1990, qui formula très clairement l'objectif ainsi poursuivi. Tout le grand marché et rien que le grand marché. Ce fut la ligne politique constante, suivie par tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, et ce avec d'autant plus de facilité que les travaillistes de l'époque Blair se sont inscrits dans la continuité politique et économique du thatcherisme, au niveau national comme au niveau européen. Le démantèlement des institutions, et notamment du droit du travail, lancé par Margaret Thatcher et John Major, son successeur, n'a pas été remis en cause par les gouvernements travaillistes suivants. La nouvelle vague conservatrice qui a suivi, avec les deux gouvernements Cameron, a accentué la libéralisation du marché du travail, durci les conditions d'accès à la protection sociale et diminué ses prestations. Ainsi, après avoir été les premiers et premières à s'être vus infliger les médecines de cheval de la toute nouvelle doctrine néolibérale, les Britanniques ont ensuite subi une décennie d'austérité particulièrement brutale après la crise financière mondiale de 2008-2009. Pour diminuer le déficit, rappelons-le, créé en grande partie par le sauvetage des banques, les politiques ont choisi de réduire les impôts et les dépenses. Un refrain qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps et qu'on va encore entendre dans les prochaines semaines. Les inégalités, déjà fortes, ont ainsi été amplifiées. Résultat, se soigner, inscrire ses enfants à l'université ou se déplacer sont devenus un luxe pour le grand nombre qui enchaîne des petits boulots mal payés. En plus des aides sociales de l'État qui ont drastiquement diminué, le gouvernement a baissé entre 30 et 40% les fonds des autorités locales, notamment des villes, ce qui a provoqué une détérioration des services locaux. Les réformes qui ont attaqué l'État-providence ont affecté les plus vulnérables, les mères célibataires, les personnes en situation de handicap, les travailleurs et travailleuses pauvres. Les coupes drastiques et le gel des dépenses ont touché la plupart des programmes gouvernementaux. Et en parallèle, les gouvernements de Londres ont restructuré le système d'allocation en tentant de justifier cela, notamment par la baisse du taux de chômage, qui est effectivement passé de 7% en 2013 à 4% en septembre dernier. Mais là encore, et ce qu'on dit très peu, c'est que ce sont les mêmes, toujours les mêmes, qui en ont payé le prix fort. Une grande partie des Britanniques travaillent, en effet, mais souffrent également de faim. Comme l'expliquent économistes et sociologues, la précarisation du travail a en fait nourri la pauvreté. Les nouveaux contrats de type contrat 0 heure ou la multiplication des indépendants sur le modèle d'Uber ont créé des emplois qui soit ne permettent pas aux plus pauvres de sortir de la précarité, soit entraînent des mécanismes d'écœurement, car les gens n'ont pas la force de travailler au pied levé. La protection est également mise à mal. Certains et certaines vont cotiser 3 heures dans le mois, quand d'autres se retrouvent avec un emploi sans aucune aide sociale. La dite gig economy britannique, autrement dit l'économie à la tâche, ce sont tous ces nouveaux petits boulots payés au cachet, sans aucune protection, via des plateformes de mise en relation Internet pour faire des ménages, des réparations, etc. Et dont on voit depuis plusieurs mois maintenant fleurir les annonces, y compris ici, sur nos panneaux publicitaires, dans les métros, les transports, etc. Voilà donc le type de réforme qui a inspiré Emmanuel Macron quand, en novembre 2014, alors qu'il était ministre de l'économie de François Hollande et interrogé par la chaîne britannique BBC, il expliquait « Quand on compare avec le Royaume-Uni dans les années 80, la principale différence, c'est que nous n'avons pas fait les réformes à ce moment-là. Donc, les Français reconnaissent aujourd'hui que les autres ont alors décidé de bouger et que nous sommes les seuls à ne pas avoir réformé notre propre système. » Belle référence donc. Au sein de l'Union européenne, de Thatcher à Cameron en passant par Blair, la stratégie des gouvernements britanniques a consisté à systématiquement pousser pour éliminer les supposées entraves aux forces du marché en exigeant des dérogations aux législations communautaires, en particulier en matière sociale, à multiplier les obstacles à toute forme d'union politique et monétaire
et a revendiqué sans état d'âme d'ailleurs de tirer de l'appartenance à l'Union le maximum de retombées économiques. Parfois, cela se fait de manière unilatérale, mais souvent avec l'assentiment de gouvernements comme ceux de l'Allemagne. La connivence avec ces derniers était ainsi notable autour du sujet de l'élargissement de l'Union, qui a été une grande réussite pour ces deux alliés en 2004 et en 2007, avec l'élargissement aux États d'Europe centrale et orientale. Élargissement qui a augmenté significativement les possibilités de dumping social intracommunautaire, en particulier par l'utilisation du statut du travail détaché, encore un sujet qui fait écho au débat bien franco-français. Rappelons d'ailleurs que, sans attendre la période transitoire de 7 ans prévue avant que les mouvements de travailleurs soient libres à l'intérieur de l'Europe, le Royaume-Uni avait décidé d'ouvrir immédiatement ses frontières aux ressortissants de ces pays, avec l'ambition d'utiliser une main-d'œuvre relativement qualifiée et peu exigeante en matière de rémunération et de conditions de travail. Là encore, un modèle pour Emmanuel Macron, semble-t-il. Tout cela a des conséquences sociales, économiques et politiques. Ainsi, le Brexit est de fait la revanche politique des classes populaires. En novembre de l'année dernière, Philip Alston, le rapporteur spécial des Nations Unies en charge des questions d'extrême pauvreté et de droits humains, rendait public un rapport d'une vingtaine de pages sur la forte augmentation des inégalités sociales en Grande-Bretagne. Voilà le tableau saisissant qu'il dresse de la situation, qui n'a rien à envier à un roman de Dickens. La Grande-Bretagne est la 5e plus grande économie du monde. Elle comprend en son sein de nombreuses zones d'immense richesse. Sa capitale est l'un des principaux centres de la finance mondiale. Ses entrepreneurs sont innovants et dynamiques, et malgré la tourmente politique actuelle, son système de gouvernement continue de faire, à juste titre, l'envie d'une grande partie du monde. Il semble donc manifestement injuste et contraire aux valeurs britanniques que tant de personnes vivent dans la pauvreté. Cela est évident pour quiconque ouvre les yeux sur l'énorme croissance des banques alimentaires et les files d'attente qui se constituent devant, les gens qui dorment dans la rue, la croissance du sans-abrisme, le sentiment de profond désespoir qui pousse même le gouvernement, qu'il juge pourtant en déni de la réalité, qui pousse le gouvernement à nommer un ministre pour la prévention du suicide et qui pousse la société civile à rendre compte en profondeur des niveaux inouïs de solitude et d'isolement. Les autorités locales, notamment en Angleterre, qui jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un véritable filet de sécurité sociale, ont été anéanties par une série de politiques gouvernementales. Les bibliothèques ont fermé en nombre record, les centres communautaires et les centres de jeunes ont été réduits et sous-financés. Les espaces publics et les bâtiments, y compris les parcs et les centres de loisirs, ont été vendus. Les résultats qu'il cite, 14 millions de personnes, soit 1/5 de la population, vivent dans la pauvreté. 4 millions d'entre elles se trouvent à plus de 50% au-dessous du seuil de pauvreté et 1,5 million sont sans ressources, incapables de payer les produits de première nécessité. Le très respecté Institute for Fiscal Studies prédit une augmentation de 7% de la pauvreté infantile, la pauvreté des enfants, entre 2015 et 2022. Et diverses sources prédisent des taux de pauvreté atteignant 40%. Au XXIe siècle, conclut-il dans son introduction, près d'un enfant sur 2 est pauvre au Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement un déshonneur, mais une calamité sociale et un désastre économique. Voilà donc les références d'Emmanuel Macron et les influences qui ont participé à construire l'Union européenne telle qu'on le connaît. D'immenses richesses face à une extrême pauvreté. C'est l'un des principaux clivages qui a structuré le vote britannique majoritaire en faveur du Brexit. Ce vote de classe a en effet vu les populations des centres-villes, les perdants et perdantes de la mondialisation financière, les populations les plus éloignées des centres-villes, plutôt les plus âgées, les plus pauvres. Ces populations ont opté pour la sortie, tandis que les catégories socio-professionnelles les plus aisées, urbaines, choisissaient de rester dans une union taillée sur mesure pour quasi exclusivement leur bénéficier, et cela de leur propre aveu. Cette expression démocratique du Brexit est donc bien loin de la caricature méprisante qui en a trop souvent été faite, y compris dans cet hémicycle, y compris il y a quelques instants, où les poncifs éculaient sur un peuple ignare et xénophobe, à qui ces dirigeants et dirigeantes auraient manqué de faire suffisamment de pédagogie pro-européenne,
Tout cela a trop souvent fait office d'analyse politique. En juillet 2016, Frédéric Lordon décrivit brillamment les ressorts de ce mépris de classe, si largement partagé des deux côtés de la Manche. Il disait qu'il est avéré, une nouvelle fois, que les dominants, au sens le plus élargi du terme, non pas seulement ceux qui détiennent les leviers effectifs du pouvoir, mais ceux que leur origine ou leur position sociale ont doté pour tout mettre à leur portée. L'accès à la culture, l'apprentissage des langues, la possibilité de voyager, les bénéfices moraux du cosmopolitisme. Les dominants, donc, ne comprennent pas qu'on puisse trouver à redire à ce monde qui leur est si aimable et trouvent d'un parfait naturel qu'on tienne aussitôt pour nul et non avenu les expressions électorales qui ne ratifient pas les leurs. Disons les choses de manière un peu plus synthétique, tous ces bons amis de la démocratie se torchent le cul avec la démocratie. Fini. Fin de citation. Fin de citation. Pour le philosophe, vous allez aimer la suite, l'ère néolibérale, ouverte en Europe par Margaret Thatcher, aura ainsi vu proliférer ce qu'il décrivait déjà au moment du référendum grec de 2015. Vous vous rappelez, quand le peuple grec avait rejeté le diktat de la Troïka et dit non aux propositions, mais qui s'est fait ensuite marcher dessus, y compris par son propre gouvernement qui s'est soumis aux injonctions. Donc à ce moment-là, il parlait de cette génération de dirigeants et dirigeantes non politiques. On a entendu encore tout à l'heure des explications qui consistaient à dire que dans l'Assemblée nationale, il fallait faire des votes techniques et pas de la politique. Voilà ce que relevait in extenso, donc encore une fois, je cite, le philosophe et sociologue français Frédéric Lordon. Quitte à être du mauvais côté de la domination, il faut regretter qu'il n'y ait pas de cyniques. Eux au moins réfléchissent et ne se contentent pas d'histoire, ni à nous, ne se racontent pas d'histoire ni à nous. On leur doit l'estime d'une forme d'intelligence. Mais quand les cyniques manquent, ce sont les imbéciles qui prolifèrent. Et le néolibéralisme aura été leur triomphe. Ils ont été partout, et d'abord au sommet. Voilà donc la génération d'hommes politiques, non politiques dont il parle. Il explique, je cite, que le pouvoir a une génération d'imbéciles, incapables de penser et bien sûr de faire de la politique. Le gouvernement par les ratios est leur seul horizon de leur politique. On comprend mieux d'ailleurs le fétichisme numérologique qui s'est emparé de toute la construction européenne sous leur conduite éclairée. 3%, 60%, 2%, voilà le résumé de l'Europe. On comprend que ces gens soient réduits à la perplexité d'une poule devant un démonte-pneu quand survient quelque chose de vraiment politique, un référendum par exemple. La perplexité et la panique, en fait, la résurgence des forces déniées est un insupportable retour du frais foulé. Qu'il ait des passions politiques, que la politique soit affaire de passion, cela n'était pas prévu dans leur tableur à ratio. Cette description, qui vaut en général pour les dirigeants et dirigeantes de l'Union européenne, vaut également pour toute la génération, de notre point de vue, de dirigeants en France et en Grande-Bretagne, qui ont mené à la situation de crise que connaît le continent et qui ont mené au rejet, y compris des principes et des idéaux européens. Voilà encore une description qui vaut la peine d'être citée. Les figures ahuries du gouvernement des ratios. En temps de crise, les poules dans une forêt de démonte-pneus. Un cauchemar de poules. Il faut les regarder tourner, ces pauvres bêtes, désorientées, hagardes et incomprenantes, au sens étymologique du terme, stupides. Tout leur échappe. D'abord, il y a belle lurette que les ratios ont explosé à Dash, mais la vague angoisse qui les gagne leur fait bien sentir que c'est plus grave que ça. Ça pourrait ne plus être une affaire de ratio. La pensée par ratio risque de ne plus suffire. Il faudrait refaire cette chose de la politique. Mais comment faire? Nous ne savons pas. On le sait qu'ils ne savent pas. Le pire d'ailleurs, c'est quand ils font comme s'ils savaient, qu'ils s'essayaient à la vision. Fin de citation. Je dirais même plus, de mon point de vue, le pire, c'est quand ils s'essaient au projet. Sainte Commission européenne, préservez-nous des projets. Ainsi, les gouvernements par les ratios qui étouffent les peuples dans le carcan de l'austérité ont créé les conditions de la désunion, de l'opposition des peuples, des salariés les uns contre les autres et du rejet européen, comme il s'est exprimé à travers le Brexit. « It's the economy, stupid », proclame-t-il.
à l'instar d'un Bill Clinton, qui fut précisément l'un des fondateurs du courant de la funeste troisième voie, autre source majeure d'inspiration du macronisme, qui réussit l'exploit, tant vanté par Marx, d'être en même temps une farce et une tragédie historique. Non, imbécile, ce n'est pas l'économie, mais la politique. Toujours la politique, rien que la politique. Ainsi, peu importe donc les calculs d'attribution. Les 5 sièges que la France récupérera peut-être à l'issue du tortueux Brexit resteront en vérité des sièges fantômes, occupés par des députés fantômes. Tant que de Londres à Paris, en passant par Berlin, les choix politiques de l'Union européenne resteront inexorablement guidés par les dogmes néolibéraux, les dogmes ordolibéraux également, comme on peut les appeler, plutôt que d'être mis au service de l'intérêt général humain et de l'intérêt écologique. Pour reprendre la fameuse formule de Margaret Thatcher qui assonnait qu'il n'y a pas d'alternative, nous disons qu'il y a une alternative. Cette alternative existe bel et bien. C'est celle que nous construisons notamment avec nos alliés de Podemos en Espagne, du Bloc de gauche au Portugal, jusqu'à l'Alliance rouge et verte au Danemark et plusieurs autres forces qui existent aujourd'hui et qui appellent, à travers ce slogan, à reconstituer un véritable espoir européen, à s'opposer au gouvernement des ratios et à récupérer la souveraineté qui fait tant défaut, y compris dans les débats que nous pouvons avoir dans ce Parlement, en proclamant ici et maintenant le peuple.